notre enquête sur un peu le territoire et puis le territoire de la ville de Liège en spécifique, on a été attribué un peu le livre sous lequel on a fait une analyse. Du coup, c'est le livre de Ladders de Albert Pope. Du coup, ce livre est un peu se base sur l'analyse urbaine américaine, aussi un peu par rapport à d'autres villes au monde, et analyse un peu la grille et qu'on peut identifier dans différentes villes. Du coup, ça parle un peu de comment le fabrique urbain a été un peu influencé par l'avant-guerre et puis l'après-guerre, et comment aussi ceci se traduit en termes de grilles et différents types de grilles. D'accord. Donc, l'étalement urbain. Oh, l'étalement urbain, ça va. On connaît un seul livre. On maîtrise. Bon, alors, on doit lire des livres, il faut venir au cours demain activement, ça suffit. Mais c'est bien de lire des livres, c'est très bien. Vas-y. D'accord. Du coup, juste un peu, je récapitule par rapport au livre. Du coup, l'idée présentée dans le livre Ladders de Albert Pope vise à inverser le statut entre l'espace urbain contemporain et la forme construite. Et du coup, dans son livre, Ladders, Albert Pope commence à décrire la ville contemporaine qui est en ce moment en construction comme invisible, et critique vivement la primauté de la forme construite sur un peu la forme espace urbain. Dans l'environnement urbain contemporain par rapport à celle de l'espace. Selon lui, ce n'est qu'en abandonnant la primauté de la forme construite qu'il est possible de repositionner la forme afin qu'elle puisse répondre efficacement à une ville dominée par l'espace. Et du coup, la question vient, comment la ville de Liège pourrait-elle réévaluer sa conception urbaine en prenant en compte la critique d'Albert Pope sur la primauté de la forme construite par rapport à l'espace, en envisageant une approche qui intègre davantage les vastes espaces urbains pour mieux répondre aux besoins contemporains. Donc tu me dis que ce monsieur dit que c'est le bâti qui prime sur l'espace extérieur. Non, avant, c'est le contraire. Il commence à dire là, lui, il asserte l'inverse, mais d'abord, il commence à critiquer cette vision. Donc lui, il dit qu'on néglige l'espace non bâti. Exactement. Au profit de la construction. Tout à fait. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe par rapport aux États-Unis? C'est très simple. Hein. En fait, on a une histoire longue, millénaire, hein, très, très ancienne, qui a constitué des territoires. Concrètement, déjà, on a hérité d'un territoire issu de toutes les périodes historiques, du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la ville ancienne, que les États-Unis n'ont pas. Hein, je suis désolée. Et puis, là-dessus, c'est greffé la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle est née en Europe, hein, elle n'est pas née aux États-Unis, elle s'est exportée après. Et donc, la ville industrielle a déjà créé de nouveaux types de territoires dans les villes ou en périphérie des villes, ou à constituer des villes, comme une ville comme Charleroi ou une ville comme Seraing. Seraing, ce sont des villes constituées par la révolution industrielle, qui imbriquent l'industrie et la construction de la ville, de l'habitat et des fonctions urbaines. Et puis, vous avez toute une série d'étapes de la ville, comme l'hygiénisme, hein, avec, ça je ne sais pas si vous avez vu, avec ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en France avec Haussmann, ou bien avec Blondin ici sur le boulevard d'Avroy et Saunière, qui a été complet. Et puis, là-dessus, c'est greffé le fonctionnalisme, avec le Bauhaus, etc. Ça, vous avez vu, comme Mies van der Rohe, Le Corbusier et tout ça, ça au moins les archives. Et donc là-dessus, on a créé encore d'autres territoires, d'autres quartiers, puisqu'on a externalisé toute une série de fonctions. Ce sont les cités de logements sociaux, ce sont les campus universitaires, mais ça va aussi jusqu'à ce qu'on retrouve maintenant, les grands zonings, etc. Donc on externalise des zones monofonctionnelles de la ville ancienne, de la ville industrielle. Et puis là-dessus se rajoute une troisième période que l'on chic aujourd'hui, qui est la périurbanisation. La périurbanisation, elle est liée, et ça c'est vrai qu'elle ressemble quelque part un peu à ce qui s'est passé aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, on est passé tout de suite à la périurbanisation. La ville, il y a des étapes qui n'ont pas été vraiment franchies. La périurbanisation, c'est simplement le fait qu'après la guerre, dans les années 60, il y a eu un boom social et économique qui a fait que l'accès à la voiture a été tout à fait facilité. C'est les acquis sociaux liés au congé payé, c'est le fait qu'on ait des moyens pour créer des grosses infrastructures comme des autoroutes, etc.
Et donc, pour arriver à une société qui finalement reflète dans son imaginaire l'idéal de réussite par la maison individuelle, 4 façades, le pavillon, à l'extérieur de la ville. Et donc, c'est un phénomène qui s'est produit dès les années 60 dans tous les territoires, je pense dans tous les territoires, en tout cas dans tous les territoires occidentaux, à toutes les échelles. Et on a ce phénomène de couronne qui s'est développé toujours plus loin. Hein, si on prend le cas de Liège, le premier exode dans les années 60 de la ville, c'était par exemple Hambourg ou Anse. Hein. Et puis quand Hambourg et Anse étaient pleins, on est allé à Bouffailly et à Alleur. Et puis quand Bouffailly et Alleur étaient pleins, on est allé à Sprimont et à Aouan, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on arrive à un phénomène où on se rend compte que pour répondre à cette espèce d'idéal de réussite sociale de la maison unifamiliale 4 façades au milieu des champs de betteraves, on doit aller toujours plus loin, ce qui fait qu'on a des ménages qui rêvent de ce produit immobilier. Je ne parle même pas d'architecture, parce qu'il n'y a pas d'architecture là-dedans. Hein. C'est vraiment c'est un pur produit de fantasme social, hein, la maison 4 façades. Ce n'est pas un élément architecturé. Et on va maintenant, on a des lotissements qui vont quasi jusqu'à la baraque friture ou qui se retrouvent à rejoindre la périurbanisation bruxelloise sur des zones au-delà d'Aouan, etc., au-delà de Remicourt, avec des conurbations qui se rencontrent. Ce phénomène-là, on peut le retrouver partout. Tu prends Esneux, qui est une petite bourgade, le centre d'Esneux a eu sa première couronne et sa deuxième couronne. Je ne sais pas s'il y en a un parmi vous qui habite par là. Par exemple, le village de Fontaine, c'est clairement le produit de la périurbanisation d'Esneux. Tu vas à Warem, c'est la même chose. Tu vas à Nu, c'est la même chose. Peu importe la taille de la ville, tu vas à Marche-en-Famenne, c'est la même chose. Et donc, on a cet étalement du territoire qui a produit ces zones toujours plus larges de périurbanisation, qui effectivement aujourd'hui présentent d'énormes problèmes. Je ne parle pas d'architecture. De mon point de vue, l'architecture, on s'en fout. L'architecture, ça vient après. Ici, on est vraiment dans les concepts de base. Le problème de tout ça, c'est qu'on a la révolution industrielle qui nous a produit des territoires éclatés avec des mixités fonctionnelles et des conflits fonctionnels entre l'industrie et l'habitat et les fonctions, etc., qui a produit aussi les sols pollués que l'on connaît. Enfin bref, il y a tous les problèmes, mais qui a aussi généré le démarrage de la croissance démographique, c'est la révolution industrielle, les nouvelles classes sociales, c'est la révolution industrielle, etc., etc. Et puis, on a le fonctionnalisme que l'on essaye de gérer. Hein, quand on voit que maintenant, l'université est partie au Sartillement, dans l'idée fonctionnaliste du campus à l'américaine. Là, on rejoint effectivement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, l'UNIF? Elle essaye de revenir à Liège. Elle regrette évidemment ses choix, puisqu'elle a réinvesti les cinémas-opéras. Il est question qu'elle réinvestisse notamment le site d'ETIAS pour y remettre certaines facultés. Et donc, il y a un retour en arrière. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le principe d'externaliser a atteint des limites. C'est très simple, c'est une question de tuyau. À un moment donné, quand tu emmènes 5000 étudiants au Sartillement, c'est possible. Mais maintenant, vous le savez tous, pour ceux qui ont passé quelques temps au Sartillement, c'est la bétaillère pour prendre le 48. C'est pas possible. Donc, ça sature. Les systèmes, les flux saturent. Il y a trop de monde. Donc, qu'est-ce que ça pose comme problème? Tout ça, c'est la problématique énergétique. On crée des déplacements qui sont complètement inutiles. Plus tu habites loin, plus tu travailles loin, plus il y a de problématiques de distance, domicile-travail, plus tu consommes de l'énergie pour te déplacer. Ça pose problème. La question de l'étalement urbain, c'est aussi la question de la compacité du bâti. Toutes ces 4 façades sont complètement obsolètes, avec des déperditions énergétiques phénoménales. Je ne sais pas, j'imagine que la plupart d'entre vous vivez dans ce genre de schéma-là. Vous avez une consommation énergétique absolument effroyable dans tous vos biens, dans tous vos logements. L'autre problème, c'est la destruction des paysages, de la biodiversité, de l'agriculture. On ne se fait plus se nourrir puisqu'on bouffe les terres agricoles. On ne sait plus se promener dans les bois puisqu'il n'y a plus de bois. On ne sait plus entretenir la biodiversité très vite. Hein, excusez-moi. Hein. Et puis, il y a le problème social. C'est qu'au final, qu'est-ce qui reste? C'est une question d'examen. Hein. Louis connaît ça par cœur. Chez moi, c'est une question d'examen. Qu'est-ce qui reste? C'est la centralité
qui récupère ce qu'elle peut récupérer ou qui garde ce qu'elle peut récupérer de population, c'est-à-dire les personnes seules, les femmes avec enfants, les personnes âgées, les personnes précarisées et quelques irréductibles bobo baba dont je fais partie qui habitent la ville. Mais sinon, on a vraiment les personnes plus faibles dans le centre. Donc, on a une dualisation de la société avec dans le centre des personnes qui sont là parce qu'elles n'ont pas d'autre solution que d'être là, parce qu'il ne faut pas croire qu'elles ne rêvent pas aussi d'avoir leur maison 4 façades, avec leur jardin et leurs 5 bagnoles devant sur les blocs anti-Junkers. Hein. Il n'y a pas de problème, tout le monde rêve de ça, enfin, la majorité de notre population. Et donc, le problème, c'est que les personnes qui ont plus de moyens se sont retrouvées à l'extérieur de ville. Et donc, on a la dualisation. Les personnes qui ont plus de moyens, dont vous faites sans doute la plupart d'entre vous partie, viennent profiter de la ville. Vous venez tous en ville étudier, aller dans le carré, taper vos canettes et vos trucs de bière dans la rue, aller au cinéma, profiter de toutes les infrastructures de la ville. Et vous venez consommer la ville. Mais vos impôts, les parents payent leurs impôts à l'extérieur de la ville. Et donc, il y a non seulement une dualisation de population, mais aussi une dualisation dans les revenus. Parce que finalement, les gros revenus, la capacité d'imposition sur les revenus, elle se passe à l'extérieur. Et qu'est-ce qui reste? C'est les gueux, les pauvres, enfin, pour le dire de manière caricaturale. Et le pire de tout, c'est que je ne vais plus en ville, c'est ça, il y a plein de clodos, etc. Ben oui, les clodos, forcément, ils ne savent pas aller se déplacer, ils ne vont pas aller à Sprimont. Hein. Comment voulez-vous qu'ils y aillent déjà? Ils vont aller... Enfin, il y en a aussi, hein, mais bon, voilà. Et donc, on a ce phénomène de dualisation qu'on retrouve partout. Si on vous analysez les secteurs statistiques d'une ville, les revenus, les taux de pauvreté, vous allez sur les sites, même sur une commune comme Esneux, hein, vous pouvez dire, Esneux, c'est chic, pas du tout. Vous avez le centre d'Esneux, vous avez un revenu par ménage inférieur à ce que vous avez sur le dessus. Donc, cette dualisation, vous l'avez partout. C'est vrai aussi pour la taille des ménages. Puisque plus vous êtes seul, moins vous avez de moyens, plus vous allez rester sur les centres. Donc, on va retrouver dans les centres urbains, ou même les centres de village, d'une certaine manière, les personnes seules isolées, donc avec des petits revenus et des petites tailles de ménage. Et donc, on observe même à l'échelle mondiale que la plupart des habitants dans les villes, ce sont des ménages d'une personne. Hein. Ça devient vraiment quelque chose de prégnant. Donc, on a vraiment donc on a clairement deux mondes qui s'affrontent. D'accord? Alors, l'autre aspect, il y a 5 problèmes, hein, tout ça, j'en ai déjà cité 3. L'autre aspect, c'est les coûts collectifs. Je l'ai déjà abordé, mais plus vous allez loin, et ça, il y a des thèses de doctorat, vous pouvez lire la thèse de doctorat de Jean-Marie Halleux, qui est professeur en master en urbanisme, c'est les coûts de la désurbanisation. Plus vous allez loin, plus ça coûte cher à la collectivité. Si pour équiper 1 km de voirie, tu mets 10 maisons ou tu mets 1000 maisons, le coût de l'équipement de la voirie par ménage sera 100 fois inférieur ou 1000 fois inférieur, d'accord? Et donc, c'est le coût de construction, mais c'est le coût d'entretien, c'est à mettre un facteur, c'est des ramassages de poubelles, c'est entretien des égouts, c'est déneiger quand il neige, moi il neige plus beaucoup, mais c'est tout ça les coûts de la désurbanisation, c'est amener la fibre, enfin, etc. Et donc, les gens qui habitent dans ce genre de modèle explosé ont des coûts collectifs d'équipement qui sont incommensurablement plus élevés que les gens qui habitent dans un tissu plus serré. Et puis évidemment, le dernier point, et ça je pense que Marina vous en a parlé évidemment, ou elle va vous en parler, c'est la question de l'imperméabilisation des sols et des inondations. Qu'est-ce qui se passe? Les inondations qu'on a connues en 2021, ce n'est pas les gens qui habitent dans les vallées qui posent problème. Hein. Qui a foutu le bordel dans les vallées? C'est les gens qui habitent sur les plateaux. C'est l'urbanisation sur les plateaux. Parce que quand on construit ces lotissements, on imperméabilise. Les gens, ils rêvent tous de leur aller en clinker, c'est dégueulasse. Ils rêvent tous d'avoir un gazon. S'ils pouvaient mettre du gazon en plastique, ils seraient contents. Ils ne plantent pas, parce que finalement, avoir un jardin, pourquoi planter? On ne choisit pas d'habiter à la campagne parce qu'on aime bien le jardinage, hein, ça se saurait. Moi, je fais des sondages chaque année avec mes étudiants. Il n'y a même pas 5% d'étudiants qui rêvent de jardiner quand ils auront leur 4 façades. Donc, c'est un fantasme, hein, tout ça relève du fantasme.
Et donc, l'eau ne s'infiltre pas, donc elle dégouline sur les coteaux et elle fait monter le niveau des ruisseaux et elle inonde les vallées. Donc, le problème de l'imperméabilisation. Donc, tout ça fait qu'on hérite d'un territoire aujourd'hui qui est effectivement déstructuré. Alors, pour revenir à ta question, la question de l'espace public par rapport à l'espace bâti, je veux dire, ça, c'est un autre concept, c'est autre chose. Oui, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer ce problème-là? D'abord, ça, je ne sais pas si vous êtes tous bien conscients, mais je pense qu'on ne vous l'explique pas non plus, l'Europe, parce que c'est l'Europe qui décide, vous allez voter dans un mois pour les européennes, dites-vous bien que c'est important de savoir pour qui vous allez voter, dites-vous bien que c'est l'Europe qui donne les règles en matière d'urbanisme, d'architecture. Ce n'est pas le fédéral, ce n'est pas le régional. Le fédéral et le régional appliquent les directives européennes. Et qu'est-ce que dit l'Europe? L'Europe, elle dit non-Atlantic en 2050. C'est terrible. En 2050, on n'urbanise plus 1 mètre carré qui n'a pas déjà été urbanisé. On n'artificialise plus le sol. Réduction drastique 2030 et on arrête en 2050. Ça, c'est clair. Donc, cette directive-là, elle est traduite dans les différents outils régionaux, dans toute l'Europe, hein, mais on retrouve aussi ces phénomènes-là dans d'autres continents. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'à un moment donné, il faut effectivement recentrer, reconcentrer. C'est ce qu'on appelle la question des centralités qui ont été adoptées dans le schéma de développement territorial la semaine passée par le gouvernement wallon et qui entre en vigueur le 1er août, 2 août. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À partir du 2 août, il y aura 2 types de territoires, des territoires in et des territoires out. À l'intérieur de ces centralités, je vous invite à aller sur le site internet, vous demandez à Louis schéma de développement territorial.spe, vous trouverez toutes les informations. Vous avez des cartographies relativement précises qui vous disent, voilà, il y a des territoires qu'on pourra encore urbaniser, des territoires où c'est fini. Alors, il y a quelques nuances. Encore une fois, je vais vite et vous n'avez qu'à aller lire. Il y a 3 petites vidéos très bien faites qui vous expliquent ça. Je vous invite à aller les regarder. Parce que vous tous, que vous fassiez de l'archi, de l'urbain ou je ne sais pas quoi, vous alliez un jour dans des communes, vous allez devoir l'appliquer. Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que maintenant, ça va être terminé. Ce qui se passe à l'intérieur, ça veut dire qu'on va densifier, on va reconstruire, on va faire ce qu'on appelle de la régénération foncière. On va démolir, reconstruire, on va assainir les friches, on va rajouter des étages. Il y a plein de façons de faire de la régénération foncière. À l'extérieur, il y aura encore quelques petites interventions possibles éventuellement, mais on va même carrément désartificialiser. Donc, on va rendre les territoires, l'idéal, c'est de rendre les territoires à la nature. Et donc, pour pouvoir arriver à faire ça, et c'est là que j'arrive à la question de base, c'est évident que dans les centralités, la qualité de vie, l'intérêt de retourner dans les centralités sera lié à la qualité des espaces publics. Et il y a un gros défi pour travailler sur les espaces publics, pour faire en sorte que la classe moyenne, le commun des mortels, dans son fantasme depuis 60, 70 ans de vivre dans la campagne, retrouve de l'intérêt à venir habiter dans la ville. Et ça, la seule manière, c'est de reconstituer l'espace public. Mais les villes le comprennent bien. Alors à Liège, c'est des fois un peu compliqué de le voir parce qu'on est dans le bordel du tram, etc. Mais aller à Anvers, aller à Gand, aller à Strasbourg, aller à Munich. L'année passée, on est parti à Munich. Là, toi, tu es venu à Anvers. Aller voir ce qui se passe, comment on constitue de l'espace public, comment on constitue de la qualité de ville, comment on constitue de l'espace vert. À Liège, modestement, ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle le plan Canopé, qui vise aussi à verduriser les espaces publics, qui vise à revégétaliser pour lutter contre les îlots de chaleur. Vous savez ce que c'est les îlots de chaleur, hein? Donc la question de la surchauffe. Toutes ces questions-là, elles sont intrinsèquement liées à l'enjeu des centralités. Mais si vous allez, c'est la question de l'accessibilité aussi, hein, toute la question de l'accessibilité. La problématique de la centralité par rapport au territoire excentré, c'est l'application du principe STOP. Vous savez ce que c'est le principe STOP? Le principe STOP, notez-le, allez voir, c'est une base. Hein. Faire de l'architecture et de l'immobilier sans savoir ce que c'est
la re-hiérarchisation de l'accessibilité. Ça veut dire qu'on doit d'abord privilégier le transport à pied, et puis en vélo, et puis en transport en commun, et seulement en voiture partagée, puis individuelle. En fait, c'est la pyramide qui s'inverse. Tapez sur Internet, il y a des tas d'exemples, ou sinon Louis peut vous expliquer. Donc ça doit être d'application. Et la ville centrale, c'est la ville à 10 minutes. Ça veut dire qu'à 10 minutes, je dois avoir tous les services, toutes les capacités d'action. Alors, idéalement, les capacités d'emploi aussi. Maintenant, ça, c'est plus difficile. Mais à partir du moment où vous êtes sur un territoire qui est desservi par des gares, par des transports en commun efficaces, hein, pas un bus scolaire le matin et le soir, tout ça fait que vous êtes dans une zone. Voilà. Ça va? Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Angélique, tu as peut-être une question? Oui. Du coup, dans le livre d'Albert Pope, il parle beaucoup de l'aménagement centripète de la ville et associe le centre-ville à l'atrium. Et il dit que le but de l'atrium, c'est d'impressionner et de souligner un niveau d'organisation et de contrôle de la ville. Et est-ce qu'à Liège, il y a un équivalent de l'atrium? Si c'est dans ce sens-là, si l'atrium est là dans le sens du débat, dans le sens du lieu d'échange, du lieu de discussion, oui, maintenant, malheureusement, le débat et la discussion aujourd'hui, il ne se passe pas dans l'espace public. Hein. Le débat et la discussion, il se passe où? Il se passe sur les réseaux sociaux avec tous les travers que ça engendre. C'est ça que tu veux dire? Bah oui, justement, c'est plus par rapport à l'espace où les gens se retrouvent et où justement, oui, il y a toutes ces discussions, oui, c'est par rapport à ça. Donc, la question des lieux, c'est les lieux d'espace public. Alors, c'est pas un espace public qu'il faut, parce que d'abord, on ne met pas tout le monde dans le même espace public. Les espaces publics, il en faut adapter à toutes les populations, tous les âges et toutes les fonctions. Hein, tous les espaces publics qui ont voulu rassembler l'entièreté de la foule se sont plantés. Parce que chaque type de population veut pouvoir retrouver son identité et ça ne sert à rien de croire que tu vas faire un espace public où tu vas avoir les gens du troisième âge et les jeunes. Tu ne vas pas avoir des enfants enfin bref, chaque personne doit trouver son lieu de rencontre. C'est pour ça qu'il faut une diversité d'espaces publics. Ça, c'est le plus important. Et évidemment qu'à Liège, dans toutes les villes, il y a des espaces publics et il en manque et sans doute qu'ils doivent être encore plus soignés que ça. Il y a des quartiers, il y a tout un travail qui est fait notamment par la ville de Liège sur les espaces verts et sur l'application des normes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il faut au minimum un espace vert à X mètres de votre domicile. Donc, il y a toute une série de choses qui existent, mais encore une fois, sur Liège, on peut estimer qu'il y a trois places importantes, la place cathédrale, la place Saint-Lambert et la place du marché, mais il ne faut pas être grand spécialiste pour se rendre compte qu'on est sur trois espaces complètement différents, avec des fonctionnalités complètement différentes. Celle qui marche le moins bien, c'est clairement la place Saint-Lambert, mais elle est occupée quand même, avec des skateboarders, des gens, voilà. La place du marché, elle est très vivante avec ses terrasses de café et je pense qu'une fois que le tram sera terminé, elle va retrouver de sa superbe. La place cathédrale, ça reste un lieu un peu à la carte avec le marché de Noël et tous ces bazars-là, la patinoire, le marché circuit court. Mais ce n'est pas un lieu central. Il y a autant d'espaces publics qu'il faut Enfin voilà. Et puis ça dépend ce qu'on veut faire. On n'est pas... Il y a une certaine capacité de liberté de l'individu à pouvoir choisir l'espace qui lui convient aussi. Ça va. J'ai répondu à la question? Oui, merci. Ok. Oui. On parlait tout à l'heure de toutes ces villes qui se développaient autour de Liège. Ah non, je n'ai pas dit qu'il y avait des villes qui se développaient autour de Liège. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas des villes qui se développent, c'est l'urbanisation qui sort des villes et des territoires. Attention, la périurbanisation, ce n'est pas créer des nouvelles villes. Hein. La périurbanisation, c'est le principe des couronnes. C'est que je vais toujours plus loin et j'étale toujours plus là, jusqu'à ce qu'il dégouline le plus loin possible. C'est ça la périurbanisation. Attention, hein, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc on n'est pas du tout dans un cas où c'est... Albert Pope utilise le terme polynucléaire, avec plusieurs sens. Si, on est dans un territoire polynucléaire.
mais il existe, il est basé, il n'est pas nouveau, il est basé sur l'histoire. C'est ça la différence avec les États-Unis. Parce que si tu vas sur le centre d'Esneux, le centre de Marchand-Famenne, le centre d'Anu, il y a une histoire derrière ces noyaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas sur le centre de Visé. Visé, c'est une ville qui existe depuis plus de 1000 ans. Oui, bien sûr qu'on est dans un territoire polycentral, mais avec quand même le principe d'agglomération qui ramène vers les centralités. C'est des échelles de centralité. La ville de Visé et la centralité de Visé a son hinterland, mais qui ne fonctionne que dans l'interland de Liège. Si je prends le centre de Sneux, c'est pareil. Et Sneux a effectivement ses fonctions locales, mais n'a d'intérêt que parce que tu es à 15 minutes en train du centre de Liège et que quand tu habites le centre des Sneux, tu peux très facilement revenir sur le centre de Liège, tu vois. Donc c'est ça, c'est les communications, c'est la mobilité en transport en commun, en vélo et à pied qui va faire cette structure polycentrale. Tu comprends? C'est pas du polycentrisme lié à la bagnole. Ça, c'est mais allez voir ce qui se passe sur les centralités préconisées par le schéma de développement territorial, vous comprendrez. C'est très bien expliqué. Il y a 3 petites vidéos de 8 minutes. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Du coup, est-ce qu'il y a un conflit justement dans l'urbanisme traditionnel et l'urbanisme contemporain? Donc, il n'y a pas d'urbanisme traditionnel ou contemporain. C'est l'aménagement du. D'abord, arrêtons de parler d'urbanisme quand on parle d'aménagement du territoire. Je pense que déjà, ça, il y a une base qui n'est pas claire. C'est que l'aménagement du territoire, c'est la stratégie de développement du territoire. C'est très facile à comprendre. L'aménagement du territoire, il répond à la question où et quoi. On met quoi où quand on regarde du ciel. En fait, c'est de la 2D. L'urbanisme, c'est la façon dont on construit. C'est comment. C'est la 3D. Donc, il faut arrêter de confondre les deux, déjà. Moi, je vous parle d'aménagement du territoire. La façon dont vous construisez, je vais dire, à partir du moment où vous avez de la qualité d'espace public, je m'en fous. Parce que l'architecture, ça passe de mode, les matériaux, ils changent, etc. C'est l'espace public, c'est l'espace rue qui va faire la qualité de la ville. Bien sûr, c'est mieux s'il y a de l'architecture de qualité, mais ce qui va être estimé de qualité aujourd'hui ne le sera pas nécessairement demain. Et ce que vous allez apprécier aujourd'hui ne le sera pas nécessairement demain. Donc, concernant la question, la question de l'urbanisme, c'est l'aménagement du territoire. C'est une histoire. Il n'y a pas d'ancien et de nouveau. C'est un work in progress. Ce qu'il y a, c'est que les villes, elles se sont créées au Moyen-Âge avec la place du marché, avec l'histoire de la ville. C'est ça, c'est les lieux d'échange, c'est l'agora, et puis progressivement, toute une série de fonctions se sont agglutinées avec la création des faubourgs, etc., jusqu'à la périurbanisation. Et le modèle de la périurbanisation, ben, clairement, elle montre complètement ses limites. Donc là, maintenant, on doit rétracter le territoire, revenir en arrière. Donc c'est ça l'enjeu. C'est régénérer, reconstruire la ville sur la ville, retravailler sur les territoires oubliés, faire de la démolition, reconstruction, assainir les friches, faire des rehausses. C'est ça le territoire. Avec la qualité d'espace public qui va avec. D'accord? Autre question? Oui, j'ai juste une question. On parlait un peu de ce retour vers le centre au lieu de cette expansion qu'on avait connue avant lors de l'aménagement des territoires. Elle existe toujours, l'expansion. Ouais. Malheureusement, elle se limite, mais quand on regarde les chiffres, on fait un monitoring rien qu'au niveau de l'agglomération liégeoise, cette expansion continue malgré tout à exister. Si vous allez sur des territoires comme Verlaine, comme Aouan, etc., c'est des territoires qui prennent encore plus de logements à part égale que la ville centrale. Ouais. Du coup, c'est juste par rapport exactement à ce retour vers le centre. Du coup, c'est juste exactement ce que un peu dit Lader sur son livre. Au début, il fait une comparaison de ce qui se passe du coup durant le 19e siècle, où on avait par exemple, il fait une étude des différents aménagements territoriaux du coup, qui identifient sous forme de différentes grilles. Par exemple, en Europe, on a aussi le cas de la ville de Barcelone, Berlin, qui sont un peu identifiés, disons, une grille qui un peu
organise un peu l'étalement de la ville. À partir d'un moment où nouvelles réformes urbaines qui ont apparu, ils ont identifié un peu les avantages et désavantages de ce système de grille traditionnel. Et à partir de cela, il y a eu une implosion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au 19e, relativement hiérarchisé, le fait d'avoir cette montée en puissance de la classe moyenne après la guerre, etc., et d'avoir quelque part, et ça a du positif, attention, la démocratisation, le droit de vote à tout le monde, enfin, les congés payés, les droits sociaux, etc., la sécurité sociale, vont faire que chacun va estimer qu'il a le droit de faire quelque chose. Chacun va estimer, ça s'est coupé, hein, ça s'est coupé. Enfin, donc chacun va estimer qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est un fléau, parce que, surtout en Belgique, hein, clairement dans d'autres pays, si tu vas dans les pays germanophones, ou en Hollande, etc., c'est pas du tout ça. Mais c'est de dire, moi j'ai le droit d'avoir le logement que je veux, où je veux. Et ça, il y a eu cette vision, cette capacité visionnaire de gérer l'espace, c'est déstructuré. Et il y a toute une série d'outils qui ont été mis en place à travers le Code du développement territorial, etc., qui ont essayé, après, avec la loi organique de 61, etc., de mettre en place les choses, mais qui n'ont pas fonctionné. Le plan de secteur, enfin, tous ces outils-là, ça n'a pas suffi. Et c'est pour ça que maintenant, avec les directives européennes, là, maintenant, le non-Atlantique va reconcentrer les choses et va redonner de la puissance. Si tu vas en France, si vous écoutez un petit peu Mademoiselle la Française, là, si vous avez le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui fait énormément de débats, c'est l'application du non-Atlantique. Et ça, c'est maintenant, mais il va falloir l'appliquer, on essaye. Ça, bon. Le problème, c'est que le territoire a une grande inertie. C'est un paquebot. Les lois et les règles que l'on met en place maintenant, qu'on essaye de mettre en place depuis le début des années 2000, on n'en voit l'application que 20 ou 30 ans plus tard. Parce que le moment où, le temps qu'il faut pour changer les choses, pour mettre en place les choses, sont très lentes. Aujourd'hui, tu vas dans les campagnes, tu vois encore des lotissements sortir de terre. Tu dis comment est-ce possible alors que Mme Tillemont a dit machin, bazar. Non, c'est parce qu'en fait, ce sont des permis qui ont été sans doute octroyés il y a 10 ou 15 ans, même plus pour certains, et qui sont seulement mis en œuvre maintenant. Donc, tu vois, donc, non, la déstructuration, elle se fait. Alors, oui, peut-être que la grille, dans certains territoires, mais c'est tellement conceptuel. De grâce, revenez à l'élémentaire. Le territoire, c'est pas de la théorie. L'aménagement du territoire, c'est votre vécu. C'est je sors de chez moi, je prends ma bagnole, je prends mes pieds, je prends mon vélo. Ça, c'est de l'aménagement du territoire. C'est où est-ce que je fais mes courses, où est-ce que je vais à l'école, comment je vis le territoire. Alors, c'est très bien. Si vous voulez lire des bons bouquins, lisez Sylvain Grisot. Ça, si vous voulez vraiment lire des choses intéressantes, il a un blog qui s'appelle Dixit. Là, il se pose des vraies questions. Ça, c'est de la réflexion ancrée. Allez lire des gens comme ça, d'accord? Mais pas... Enfin, en fait, on essaye de... On peut, hein, moi je veux bien, hein, on peut lire Spinoza et l'appliquer à la ville. Hein. Il y a des gens qui font ça. Vous avez des profs comme David Tillemont, ou des gens comme ça vous avez des profs qui font de la philosophie. Il n'y a pas de problème. C'est très bien qu'à un moment donné, ça vous... Mais ici, si vous voulez travailler sur le territoire, et je vous invite à le faire, parce que si vous avez un peu de maturité à un moment donné, moi je travaille beaucoup avec tous les architectes, j'en ai beaucoup parmi mes amis, un bon architecte, il se rend très vite compte que sans le territoire, il n'est rien. Et le problème, c'est que vous êtes formé dans l'idée que vous allez devenir des maîtres en puissance d'un objet. C'est faux. Ça va être d'autant plus faux que vous allez devoir composer intrinsèquement avec le territoire et avec la ville. Et ça, vous n'êtes pas préparé à le faire. D'autres questions? Angélique? Oui, je voulais savoir... Ok. Je vous écoute. Je voulais savoir, depuis que l'automobile a pris beaucoup de place de manière générale et qu'on a créé des grands boulevards
des grandes routes, il y a eu beaucoup plus d'espaces ouverts. Et est-ce que tout cela fait qu'on doit beaucoup plus densifier la ville qu'avant? Alors, les grands boulevards et la place de la ville de la voiture a été initiée au début des années 60, justement dans l'optique de faire entrer la ville dans la voiture. Le bel exemple, c'est la descente de Burenville. On arrivait avec la bagnole dans Place Saint-Lambert. Et toute la ville a été construite comme ça, pour faire venir la voiture au plus proche de la centralité. Dans l'optique de la voiture est reine, tout le monde a accès à une voiture, c'est les 30 glorieuses, on a de l'argent pour faire des voiries, etc., etc. Aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle-là, d'abord, il est complètement saturé parce que une voirie, c'est comme un tuyau. Plus il est large, plus on fait passer de flotte. Donc, plus vous allez créer d'autoroutes, plus vous aurez de voitures. Donc, la seule manière d'endiguer le problème du tout à la bagnole, c'est de réduire l'espace de la bagnole. Donc, ce qui se passe maintenant, à Liège, mais dans toutes les villes, c'est un retour en arrière. On déclasse les espaces publics dédiés à la voiture pour les consacrer à l'espace public général, en ce compris les transports en commun, les modes doux, donc la marche, le vélo et tout ce qui va avec. C'est la piétonisation du centre de Bruxelles, c'est l'insertion du tram ici sur la ville et c'est le déclassement progressif de tous ces espaces-là. Allez à Maastricht, j'espère que vous avez quand même déjà tous mis les pieds à Maastricht dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une quinzaine d'années, la ville de Maastricht était traversée par une autoroute, une énorme autoroute. Maastricht a dit, nous, c'est plus possible, on va enterrer l'autoroute et créer un espace public au-dessus de l'autoroute. Donc, je parie que quand vous allez à Maastricht, vous ne vous rendez pas compte qu'à un moment donné, vous marchez sur un espace public qui a été récupéré sur l'emprise de l'autoroute. Donc, c'est le contraire. L'espace public qui a été généré, enfin l'espace voiture, l'espace public dédié à la voiture qui a été généré jusque dans les années 80 est une opportunité de requalification pour créer de l'espace public dans l'application du principe STOP pour permettre la densification et la qualité de la vie dans la ville. J'ai répondu à ta question? Oui, oui, merci. Voilà, moi je vous invite à bien réfléchir à tout ça et à ouvrir vos écoutilles, à essayer de vous intéresser à ces matières-là. Sachez une chose, c'est que de la place en aménagement du territoire et en urbanisme, on pleure après des collaborateurs dans les bureaux d'études, dans les administrations, dans les intercommunales et partout, dans la promotion immobilière. Rendez-vous bien compte que faire de l'architecture, dans tous les cas, ce sera en lien avec le public et avec des infrastructures. L'architecture privée va se réduire comme peau de chagrin parce qu'intervenir sur le territoire pour une personne seule, ça va devenir quasi impossible. Donc, je vous invite à vous orienter, si vous avez le courage, soit directement en Master 1, Master 2, soit en Master complémentaire. Emeline Delchamp, qui est là, est en train de le terminer, vers un Master en urbanisme. Vous avez 3 facultés pour pouvoir le faire, Liège, Charleroi et Louvain-la-Neuve. Charleroi, c'est l'ULB et Polytech Mons qui se sont regroupés. Mais faites-le, il y a vraiment du boulot. Si vous êtes un peu curieux, si vous avez envie un peu de sortir de cette échelle-là, je vous invite à le faire. Mais dites-vous bien que voilà, ce qu'on vous apprend en archi, c'est vraiment le petit bout de la serrure. Donc voilà. Ça va? Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne fin d'année.